Mercredi 21 juin 2023, Yves Pourchet, historien, professeur des universités à l'IEP de Toulouse, auteur d'ouvrages tels que Vichy, Théâtre d'ombre, Moi, José Laval ou encore Brasse Papillon, le roman d'un collabo, était invité à la librairie Ombre Blanche. Il y présentait son nouveau livre, L'exil des collabos 1944-1989, publié aux éditions du Cerf. Merci à vous d'être venus si nombreux en ce jour de fête de la musique. Je vous présente mon ami et collègue et ami Yves Pourchet, qui est professeur de sciences politiques, professeur d'histoire, professeur d'anthropologie, qui est l'auteur de 14 ouvrages scientifiques, mais aussi de quelques romans très connus dans les sciences sociales, pour notamment un livre qui est devenu un classique, qui est Les Maîtres du Granit. Les Maîtres du Granit, formidable étude dynastique en Lozère, du XVIIIe siècle à nos jours, où il raconte l'histoire, finalement, entre autres, l'histoire finalement sur la très longue durée de la parenté des Giscard d'Estaing, ce qui va faire advenir le président Giscard d'Estaing, mais là encore sur plusieurs siècles. Donc voilà, vraiment un classique pour les études d'histoire politique, de sciences politiques. Autre livre qui a fait date, parmi d'autres, je ne citerai pas tous, il y a sans doute Laval vu par sa fille, dont on pourrait aussi éventuellement parler. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de ton dernier livre qui vient de recevoir le prix Michelet. Donc c'est un scoop. Donc félicitations. Merci. Donc il vient de recevoir le prix Michelet. Donc tu seras à Paris lundi pour la cérémonie. Donc, le bande temporelle, 1944, on comprend. Peut-être commencer comme ça. Pourquoi 1989 ? Pourquoi 44, 89 ? Alors, là, c'est une vraie question. On sait quand ça commence, l'exil. Évidemment, quand la libération éclate, il y a toute une tribu, tout un groupe dont on mesure mal l'importance. Je parle de l'importance numérique, qui fuit. Et puis la fuite, elle va durer un certain nombre d'années. Alors certains vont échapper à la justice de la libération, qui a été dure à un moment donné. Ils vont attendre dans certains pays. Ils vont circuler d'ailleurs, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Certains vont filer en Argentine, au Québec. Certains, quand les mauvaises années, ce qu'ils appellent les mauvaises années, sont passées, reviennent en France et se soumettent à une justice qui est beaucoup plus tempérée. Les lois d'amnistie, donc, qui sont condamnés à des peines, ce qu'on appelle l'indignité nationale, par exemple, par les chambres civiques, ou des peines avec sursis, donc ils retrouvent une vie active. Donc on peut se dire, est-ce qu'il y a une date qui marque la fin de cette histoire de ces collabos qui sont partis à l'étranger. Et moi j'ai choisi une date symbolique qui me paraît très importante, c'est 1989, parce que c'est l'arrestation de Touvier. Et Touvier, évidemment, avec l'affaire Barbie, l'affaire de Lyon, était considéré comme le milicien dont il fallait organiser le procès, un des derniers procès qui était possible. Et donc, à partir de l'arrestation de Touvier, je clôt l'histoire, je considère. Ce qui ne veut pas dire qu'après 1989, il n'y ait pas eu encore des gens qui sont restés en exil, ne sont pas rentrés, soit évidemment. Évidemment, le procès qu'on n'a pas eu, et qui était le procès symbolique le plus fort, que tout le monde attendait, c'était le procès de René Bousquet. Parce qu'évidemment, le jugement du régime, et notamment le régime de Vichy, eh bien, c'était la mise en cause de Bousquet. Et donc tout le monde attendait d'en faire une grande leçon d'histoire, une pédagogie sur cette époque. Et évidemment, l'assassinat de Bousquet a coupé tout le processus.
Et ce qui fait qu'on a ramassé, j'allais dire, alors, sur leur faute et sur leur culpabilité, les choses sont importantes, mais ce sont des petits poissons. Enfin, je veux dire, ce sont des sous-fifres par rapport à tout ce qui a été important. Donc ça c'est très important de comprendre. Donc j'ai choisi 1989, justement, pour dire, évidemment, on peut considérer qu'à partir de là, les choses sont sont terminées du point de vue de cet exil des collabos. Et 44, donc au départ, alors tout commence à là où on se nourrit, dit Céline, qui est présent de nouilles et de haine, c'est Sigmaringen, le château des Hohenzollern, où tout ce petit monde des collabos donc, commence à se retrouver. Et là, c'est très surprenant, alors tu commences comme ça, parce que, donc on entre forcément aussi dans la vie privée. Et alors... c'est tout à fait passionnant. On voit notamment ces collabos arriver parfois dans la même voiture avec leur femme et leur maîtresse. C'est une autre époque. Oui, tout à fait. Alors là, les conditions de l'exil sont totalement différentes. Enfin, je veux dire, pourquoi partent-ils? Voilà. Pourquoi ont-ils cette obligation? Ils partent parce qu'ils ont peur, voilà, la plupart. Mais tous ceux qui ont peur ne partent pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens de partir. En tout cas, ils vont se cacher. La justice va les attraper, va les prendre. Donc il y a tout plein de collabos qui sont restés et qui ont été jugés. Certains fusillés immédiatement. Donc il y a ces journées de la libération qui sont très dures suivant les endroits. À Nîmes, par exemple, c'est très dur. Ici, c'est très dur aussi. Voilà ce qui se met en place. Et les autres filent. Alors, dans le départ, c'est très intéressant. Par exemple, Darnan, qui avait la milice et qui avait des troupes miliciennes, dit bon, moi, je pars avec mes troupes. Et donc, il fait diffuser un appel radio en disant aux forces miliciennes de se regrouper et de partir en ordre. D'abord parce qu'elles ont du matériel, elles ont des camions, elles ont des armes, et elles vont pouvoir partir. Et ça, c'est un phénomène très intéressant qui, à mon avis, mériterait d'être étudié. C'est le départ de ces troupes qui remontent pour passer en Allemagne. Et en remontant, évidemment, les maquis cherchent à les bloquer. Et donc, il y a déjà une forme de guerre civile qui se met en place, parce qu'il y a des combats entre les maquisards et les miliciens. Donc, ceux-là partent, ce sont des soldats en vérité, des soldats miliciens qui passent. Et puis il y a tous les autres qui sont liés à la collaboration de façon très différente. Ça peut être par exemple les gens qui ont travaillé pour Radio Paris, qui ont parlé à Radio Paris. Donc Radio Paris organise pour ses journalistes et aussi pour ses techniciens un départ. Ils vont d'ailleurs reconstituer des radios en Allemagne, à Sigmaringen, mais aussi à Constance. Donc. Et puis, il y a les policiers, il y a un certain nombre de gens de l'administration, enfin tous ceux qui se sont compromis avec les Allemands et qui sentent le besoin. Et puis, il y a un certain nombre de femmes aussi qui accompagnent des amants, des maris, et certains partent en famille avec les enfants. Donc, c'est pour ça que, par exemple, moi, pour ouvrir le chapitre, j'ai pris les petites annonces qui vont paraître dans un journal qui s'appelle La France, qui est le journal qui a été édité à Sigmaringen. Et là, on voit cette espèce de chaos, le chaos qui a été celui du départ et ensuite de la vie à ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, on retient Sigmaringen, parce que Sigmaringen, c'est le lieu du pouvoir. C'est là où les Allemands donne à ce gouvernement en exil, c'est-à-dire le gouvernement de Vichy, parce que les Allemands tiennent à garder une forme de lien et une forme de présence symbolique d'un gouvernement français en exil en Allemagne, parce qu'ils considèrent que les choses ne sont pas jouées, et jusqu'au bout elles ne seront pas jouées, c'est-à-dire que la possibilité d'un retour, par exemple, des armées allemandes, et par exemple d'un usage de la bombe atomique qui aurait pu être fait au dernier moment, et je pense qu'ils n'auraient pas hésité, obligés en quelque sorte à garder une fiction politique française, garder une forme. Donc on met à disposition un lieu qui a un statut d'extraterritorialité, c'est-à-dire c'est une terre française
dans l'État allemand, donc avec un drapeau français, et avec la reconstitution d'un gouvernement français. Alors on ne va pas l'appeler le gouvernement, parce que c'est ce qui nous étonne, les Allemands sont toujours très légalistes. Ce sont des gens du droit. Et donc même les nazis se conforment au droit. Et donc quand Hitler est sollicité, quand on lui dit, il dit de toute façon la seule légalité c'est Pétain. Donc puisque Pétain refuse de jouer le jeu du gouvernement, il faut créer quelque chose qui ait une apparence, donc on va l'appeler la commission gouvernementale, et on va la confier à celui qui était l'ambassadeur, Fernand de Brinon, et donc qui a été un des plus grands antisémites et un plus grand porteur de cette politique de collaboration. Donc voilà, et on constitue une apparence de gouvernement, c'est-à-dire Sigmaringen, c'est ça, c'est le château, et autour du château, c'est une apparence d'administration, des forces militaires, puisque un certain nombre de miliciens sont arrivés là, et une radio, un journal, voilà un certain nombre de choses. Mais il y a beaucoup d'autres Français qui sont disséminés sur le territoire allemand. Par exemple, Doriot ne mettra jamais les pieds à Sigmaringen, lui il se réfugie à Constance, parce qu'il veut le pouvoir, et il veut éliminer les autres, parce que évidemment entre ces gens c'est la guerre. Ils se détestent, et donc chacun veut triompher. Les collabos se haïssent entre eux. Voilà. Il y a des vieilles querelles qui sont à la fois des querelles idéologiques et puis une quête du pouvoir. Doriot, qui est l'homme fort, qui a créé le seul parti, enfin le grand parti fasciste français, c'est-à-dire le Parti populaire français, se met et il attend le pouvoir. Mais il y en a d'autres qui sont à Berlin, et puis d'autres qui sont disséminés sur tout le territoire allemand. Voilà. Et ce qu'il faut aussi se souvenir, c'est que la présence française en Allemagne à cette époque-là ne se résume pas uniquement à ses collabos, parce qu'il y a évidemment énormément de Français, il y a beaucoup de Français qui sont sur le territoire allemand, notamment les prisonniers de guerre, qui sont donc évidemment ces gens disent on va aller débaucher dans les camps de prisonniers pour essayer de recruter, de dire mais évidemment nous les Français venez avec nous, et puis tout ce qui s'était réfugié avant la débâcle et qui sont présents sur le territoire allemand. Donc cette complexité que l'on donne, on retient souvent uniquement Sigmaringen comme forme, parce qu'évidemment, symboliquement, c'est très imagé, ce château des Hohenzollern, la présence de Pétain, la présence de Laval, mais il y a beaucoup d'autres qui sont dispersés sur tout le territoire allemand. Alors, dans le livre, là, il y a une succession donc, de portraits avec des parcours absolument incroyables, enfin, invraisemblables. Pour revenir sur les femmes, il y a notamment cette Lisette de Brinon, comtesse juive des nazis. C'est des histoires assez invraisemblables. Et ça vaut le coup de redire un peu plus sur cette Lisette de Brinon. Oui, alors, sur l'esprit du livre aussi, hein, c'est-à-dire qu'évidemment, parce qu'on se pose toujours la question, comment rendre compte à la fois des sentiments et puis de toute la diversité de ces personnes qui sont parties en Allemagne. Ils sont nombreux. C'est-à-dire entre le petit milicien qui souvent a pu avoir une cervelle d'oiseau et qui s'est engagé dans la milice parce qu'il n'a rien compris de ce qui se passait, et puis les autres qui étaient des véritables chefs, des chefs politiques, puis d'autres qui ont été des affairistes, qui ont cherché à jouir du moment. Les formes et les engagements sont totalement différents. Voilà. Ce n'est pas la même chose. Donc évidemment, moi je me suis dit, il faut faire une galerie de portraits, c'est-à-dire il faut prendre un certain nombre de personnages qui rendent compte à la fois du désordre du moment, et puis de la complexité des situations. C'est-à-dire comment on se retrouve dans cette espèce de rafio complètement dingue, alors que tout s'effondre, parce que la situation est absolument terrible, il y a des bombardements de tous les côtés, le rationnement est très important, on est quand même en territoire étranger, on passe en Allemagne, donc les Allemands ne voient pas, les Allemands ordinaires ne les voient pas toujours d'un très bon œil. Voilà, il y a cette espèce de diversité. Donc j'ai pris des cas.
J'ai voulu mettre des femmes, parce que souvent je trouve qu'on ne parle pas assez de femmes, quels ont été leur rôle essentiellement dans cette aventure. Et là, celle dont on parle, c'est Lisette de Brinon. Donc qui est Lisette de Brinon? Et là, on touche le paroxysme de cette dérive et de cette folie. C'est-à-dire que si on réfléchit sur cette situation, c'est totalement incompréhensible. Voilà. Comment une juive, c'est-à-dire Lisette, Franck, de la bonne bourgeoisie juive, qui a épousé en première noces un juif, qui a 2 enfants, et qui divorce, qui épouse en 1934 Fernand de Brinon, qui va devenir le héros de la collaboration et de l'antisémitisme. Donc une juive avec un antisémite. Mais la situation... L'un des pires de l'histoire. Hein. Brinon, c'est l'un des pires antisémites. Ouais, c'est un des pires. Ouais. Comment un antisémite peut-il épouser une juive? Voilà. Alors, si quelqu'un peut comprendre et expliquer ça, dans cette espèce de folie, et alors on peut dire c'est une histoire d'amour, mais enfin l'amour à un moment donné, il trouve quand même un certain nombre de limites. Voilà. Et elle va devenir, alors elle va avoir un statut très particulier, parce qu'évidemment elle est juive, et d'ailleurs dans un certain nombre de portraits d'elle, elle devient l'amie de José Laval. C'est fréquente avec José Laval. Et de Brinon, au moment de l'occupation, quand il devient l'ambassadeur dans les territoires occupés, ces titres complètement absurdes, voilà. L'ambassadeur de France dans les territoires occupés. C'est-à-dire le régime de Vichy envoie un ambassadeur à Paris. Voilà. Donc il devient le chef de l'administration, enfin le véritable détenteur du pouvoir dans les territoires occupés. Et elle, que fait-elle? Évidemment, que fait-il de sa femme juive? Voilà. Et donc il l'écarte, il la met dans son château de la Creuse, et elle bénéficie d'un statut qu'on appelle des ariennes d'honneur. Donc elle est dispensée du port de l'étoile jaune. Voilà. Et donc elle va passer ses années d'occupation, mais elle est libre. Elle va à Vichy. Moi, je la rencontre dans les carnets de José Laval. Elle circule, elle monte à Paris, elle dort au Bristol, donc elle est très protégée. Je veux dire, les Allemands ne cherchent pas à mettre la main. Et on est dans la folie quand, par exemple, dans le journal de Paul Morand, le journal de guerre de Paul Morand, dit voilà, nous déjeunons à la table du président. Le président, c'est Pierre Laval. Et Laval dit je vais nettoyer Vichy de ces juifs, il y en a trop. Et il dit c'est pas gentil parce qu'il y a Madame de Brinon à côté. Donc il y a cette espèce de perception d'une espèce de dérive et d'une situation totalement excentrique en vérité. Alors on en est là, mais la folie est encore plus grande. C'est-à-dire au moment de la débâcle, Brinon s'en va, il a des maîtresses, donc ils ont des vies parallèles, disons. Et elle, quand elle voit, il retire de l'argent, il lui donne de l'argent en lui disant « écoute, débrouille-toi ou débrouillez-vous, parce que, évidemment, débrouillez-vous ». Et elle, qu'est-ce qu'elle fait immédiatement? Elle prend sa voiture toute seule, elle suit un convoi de milices, et elle passe en Allemagne, toute seule, au volant de son cabriolet. C'était un cabriolet d'une grande marque. Et elle passe là-bas. Et au lieu de rejoindre Sigmaringen, parce que Brinon ne le veut pas, elle va rejoindre le lieu de l'ennemi politique de son mari, Jacques Doriot. Et elle va passer tous ces mois de 44 et de 45 au bord du lac de Constance, avec un amant, certainement, voilà, une vie parallèle. Et elle ne va rejoindre Sigmaringen qu'à la fin, pour rentrer et être détenue et assister au procès de son mari, qui sera condamné à mort et fusillé. Et ensuite, elle retrouve une vie mondaine, parce qu'évidemment, on voit que ce qui l'intéressait, c'était cette espèce de vie mondaine. Et son fils a écrit un livre absolument formidable qui s'appelle « Une juive dans la tourmente de la collaboration », dont Bernard Hulman, sur Lisette de Brinon, et il dit des choses absolument extraordinaires. Il dit « Je l'ai aimée comme elle a été ». Voilà. Parce qu'évidemment, on en reparlera peut-être, c'est-à-dire dire comment les enfants ont pu se comporter par rapport à des attitudes aussi étonnantes, aussi dérangeantes, aussi folles
que celle-là. Mais je pense que là, on touche absolument l'excès et cette espèce de folie concernant notamment la question juive, qui devient de plus en plus la question essentielle, comment certains se sont sentis complètement hors du temps, hors de la réalité. C'est-à-dire, je suis juive, mais véritablement. Alors, il y en a d'autres comme ça, de cas que je n'ai pas forcément rapportés, mais qui sont très présents, et que j'avais cité notamment dans un roman qui s'appelle « Trois coupes de champagne ». Le cas je dis deux mots sur elle, de Élisabeth de Chambure, qui avait épousé Philippe de Rothschild. Et donc, évidemment, c'était un mariage noble, c'est-à-dire épouser un Rothschild. Un Rothschild, c'est d'abord un Rothschild. Mais de plus en plus, ça va devenir des juifs, voilà, du point de vue allemand. C'est ça qui devient. Et Philippe de Rothschild a compris le danger, il est parti, mais elle a dit, mais moi je ne pars pas. Je suis Élisabeth de Chambure, une descendante d'une des plus grandes familles nobles françaises. Pourquoi me sentirais-je en danger? Et elle est restée... alors, il y a un certain nombre de choses. Moi, je suis même allé la semaine dernière au mémorial de la Shoah pour essayer de trouver les fiches de police, en fait, les fiches de renseignement sur elle qui sont conservées. Et elle va rester, elle aura des ennuis au moment, parce qu'elle passe de façon comme ça, sans le signaler, la ligne de démarcation. Et au dernier moment, alors pour des raisons totalement mondaines et totalement extraordinaires, on dit qu'elle a refusé de saluer Madame Abetz dans un défilé de maisons de couture. Elle est arrêtée et elle est déportée à Ravensbrück. Et elle ne comprend absolument rien. Elle va mourir. C'est une des seules Rothschild, en fait, par alliance, qui va mourir à Ravensbrück. Voilà. Donc, l'idée aussi qu'elle se sentait totalement protégée. Et d'ailleurs, Fernand de Brinon, dans ses mémoires, dit « Madame de Chambure vient me voir et elle n'est pas juive. Elle n'est pas juive. » C'est-à-dire, il considérait lui-même et distinguait la religion de son mari et sa religion. Comme, évidemment, si la tâche, en fait, je veux dire, ne s'était pas transmise là-dedans. Donc il y a un tas d'affaires comme ça qui sont des choses absolument extraordinaires sur ces gens qui n'ont pas perçu la véritable logique du système nazi qui, à un moment donné, ne distinguait plus, en vérité. C'est-à-dire, ce que disait Göring à la fin, il disait « c'est moi qui dis qui est juif, finalement. C'est moi qui dis ». Donc, effectivement, les juifs étaient considérés comme une catégorie englobante de tout ce qui pouvait être éliminé. Tout ce qui pouvait être éliminé. Et l'affreux retour de Simone Veil, au travers de sa formule qui disait que ce sont eux qui ont fait de moi une juive aussi. C'est-à-dire que la performativité de ce discours qui a été efficace jusque sur les victimes elles-mêmes. Alors, il y a énormément de choses. Ce sera ma dernière question, après c'est votre tour. C'est tout à fait passionnant. Il y a toute une géographie aussi de ces exils. Ils vont plutôt quand même vers... ce qui va vers les dictatures fascistes, hein, vers l'Espagne, vers l'Amérique latine. Il y a beaucoup de collabos, notamment qui sont protégés, qui sont dans des réseaux, qui sont aussi des réseaux, il faut le dire, liés à l'Église catholique. Et donc, beaucoup, par exemple, sur l'Espagne, où on fait des messes encore très longtemps, des messes en l'honneur de Laval, à Madrid, Brasillac, enfin, et il y en a aussi qui réussissent, cité Touvier, il y en a beaucoup d'autres, qui restent là, cachés, tout près de nous, ou même pas cachés. Oui. On a eu ici à Toulouse des célèbres, pas cachés du tout, qui occupaient des positions très importantes. Et ça aussi, c'est assez incroyable. C'est bien raconté dans le livre. Et ce qui est aussi, ce dont on pourrait parler aussi, il y a énormément de choses, c'est tout le travail que tu as fait pour aller à la recherche des informations. Alors, c'est toujours très loin d'être évident, quoi.
Et là, tu dis par exemple, j'ai été au musée de la Shoah pour trouver. Alors, il y a à la fois ce côté hypothético-déductif, et puis on se dit, c'est incroyable les trouvailles que tu fais. Quoi. Et elles sont, c'est les hasards des archives, ou c'est toujours sur ce modèle de, je cherche quelque chose et je vais le trouver. Alors, évidemment, moi, ça fait 40 ans que je fais les archives. Voilà. 40 ans, et même plus ça va, plus je sais que les archives, évidemment, sont qu'une partie des choses. Souvent, on ne trouve rien. Quoi. Enfin, d'abord, pourquoi trouverait-on dans les archives les choses les plus importantes n'ont pas été notées, n'ont pas été écrites. Elles sont perdues. Et même quand elles sont écrites, on ne les comprend pas. Je veux dire, à un moment donné, il y a tout un travail d'interprétation et de lecture. Et de hasard, parce qu'évidemment, les seuls qui connaissent finalement, et on est très dépendant d'eux, ce sont les archivistes. Parce que si eux ne vous guident pas à un moment donné en vous disant, mais attendez, et moi je l'ai vu parce que j'ai passé aussi une semaine aux archives nationales, et c'est eux qui me guident, ils me disent, attendez, regardez, voilà. Donc évidemment, si vous n'avez pas cette espèce de dialogue avec les archivistes... Tu as passé beaucoup plus d'une semaine aux archives nationales, c'était la semaine dernière. La semaine dernière, voilà. Okay, oui. Dans tes 40 ans de carrière. Voilà, je trouvais pas. Mais bon, les choses sont devenues plus compliquées, évidemment, du point de vue de la recherche, de la photo. Et puis, on ne travaille plus du tout de la même façon. C'est-à-dire, on ne traite plus les archives. Moi, j'aime moins le travail en archives parce que, évidemment, quand j'ai commencé, c'était un travail de bénédictin. Et moi, j'aime cette solitude, ce côté paisible, ce silence, où on notait, enfin, on recopiait. Moi, les carnets de José Laval, je les ai recopiés. Voilà. Et donc, j'ai passé plus de 3 ans dans l'appartement du gendre de Laval à recopier les carnets de José Laval. Donc, si on ne dit pas que je suis dingue, je sais pas. Bon, mais voilà. Et j'étais... Alors, évidemment, c'était un appartement place du Palais Bourbon, dans un luxe. On m'avait donné les clés. C'était un moment totalement exceptionnel de ma vie. Enfin, quelque chose... donc, je recopiais. Et donc, évidemment, dans le travail de copie, il y a une forme d'imprégnation, de compréhension, de mémorisation qui se met en place et qui est très importante. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, on fait des photos. On est comme des dingues à photographier. Moi, je fais ça, surtout quand je monte à Paris, parce que, évidemment, je sais que je ne peux pas y rester très longtemps. Donc, il y a une espèce d'accumulation, d'avalanche. Mais tout le reste est à faire. Voilà. Alors, il y a les archives. Et puis, moi, ce que j'aime maintenant, c'est la question de l'enquête. L'enquête qui est totalement... hasardeuse. C'est-à-dire que moi, par exemple, à un moment donné, pour des gens, je cherche sur l'annuaire, je fais des alertes sur Internet pour essayer de retrouver un certain nombre. Et il y a des choses qui surgissent comme ça. J'achète. Alors, je me bats avec des gens qui sont... Alors, pas du même niveau, parce qu'il y a les collectionneurs qui, pour des raisons plus ou moins... cherche à collectionner sur ces gens-là, et puis d'autres. Je vais vous donner un exemple. Là, j'ai abordé le cas du nageur qui est censé avoir dénoncé Nakache, qui s'appelle Jacques Cartonnet, sur lequel j'ai écrit ce que j'ai appelé un roman, qui s'appelle Brasse Papillon. Voilà. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'avais découvert ce nom, que je ne connaissais pas du tout, dans un roman, pas dans un roman, dans une histoire de la collaboration qui est celle de Sicard, qui était un adjoint de Doriot. Voilà. Et il citait ce personnage, il disait qu'il a été condamné à mort par la Cour de justice de Toulouse. Je me suis dit, formidable, je ne vais plus aller à Paris, je vais trouver mes archives à Toulouse, je vais travailler complètement. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc je suis allé à Toulouse, mais évidemment, un procès en contumace, c'est pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques pièces, le gars n'est pas là. Et donc, après, j'ai poursuivi. Et pour aboutir, enfin, pour arriver à ce que je veux dire, ce qui montre bien que les choses ne sont jamais terminées, il y a peu de temps, j'ai découvert une vente aux enchères qui s'est faite le 9 juillet 2022. Donc, il n'y a même pas un an.
il y a eu une vente aux enchères de toute une série de photos. Il y a une photo de Cartonnet, et puis il y a des photos de Nakache. Voilà. Et un certain nombre de documents qui ont été, voilà, qui sont des articles de presse découpés, mais peut-être autre chose, j'en sais rien. Donc je téléphone à la maison qui me dit « Attendez, je vous donne le numéro de l'expert ». Et puis vous voyez avec lui. De toute façon, la vente est faite, on ne peut pas y revenir. Donc je téléphone à l'expert, un monsieur très gentil, qui me dit « Oui, cette vente a été faite ». J'ai dit, mais qui a vendu? Il me dit, ah, mais monsieur, vous savez, les papiers, ça va, ça vient, ça sort, et ça rentre. Voilà, c'est comme ça. Alors, moi, alors, gentiment, il me dit, écoutez, mon fils a fait des photos, et je peux vous les transmettre. Donc, il m'a transmis un certain nombre. Et suivant la nature des photos, je pense, mais j'en sais rien, que c'est Fouché-Créteau, qui était un nageur. Nakache a été déporté à Buchenwald, enfin, il rencontre Roger Fouché-Créteau et c'est son frère. Alors c'est peut-être la famille, je ne sais pas. Et je dis à l'expert, mais qui a acheté ça? Il me dit, c'est un musée étranger. Voilà. Donc ces photos sont parties. Et voilà, il y a tout un tas de documents qui sont des documents familiaux, des documents hasardeux, qui n'ont pas été récupérés par les archives, parce qu'ils sortent du cadre administratif ou des cadres de dépôt qui ont été faits. C'est ce qui fait qu'on est toujours obligé de mener sur ces histoires proprement dites, particulières, ce travail d'enquête qui n'est jamais abouti, parce qu'évidemment, toute chose peut rebondir et toute chose peut prendre une dimension nouvelle. Et moi, sur Cartonnet, dont on ne sait rien sur la fin, voilà. On ne sait rien sur la fin, c'est-à-dire que, alors, si vous prenez sa fiche Wikipédia, on dit il n'y a pas d'acte de naissance. Mais si, il y a un acte de naissance. Moi, je l'ai trouvé, l'acte de naissance. Le problème, c'est qu'il ne s'appelle pas Jacques Cartonnet, il s'appelle Ulysse de Lobel. Parce que c'est un enfant illégitime. Et donc, il va être reconnu comme Jacques Cartonnet après le mariage de ses parents, alors qu'il a 9 ou 10 ans. Donc, il y a un acte de naissance. Par contre, un acte de décès, il n'y en a pas. Et sur la fiche Wikipédia, on dit qu'il est mort en 1967. Mais j'en sais rien. Il est peut-être passé d'Italie en Argentine parce qu'il a refait sa vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et moi, j'ai essayé d'envoyer des étudiants italiens quand on avait la chance d'en accueillir, parce qu'évidemment, il faut faire une enquête en Italie. Il faut aller passer en Italie auprès de la police, auprès du Lazio de Rome, où c'était son club, pour essayer de retrouver la véritable histoire, ou en tout cas la fin. C'est pour ça qu'à la fin du chapitre que je lui consacre, je dis où est la tombe? Parce que quand les gens meurent quand même, on leur donne une sépulture. Les morts sans sépulture, à part lire Sartre, je ne vois pas, en général les gens ont une sépulture. Où est-il? Où est sa tombe? Voilà. Déa, dont je parle, Marcel Déa, qui a été aussi... il meurt en Italie, alors, il se cache dans les couvents, il est protégé, mais sa femme ramène son corps. C'est-à-dire, elle le rapatrie et elle retourne, elle, dans son couvent en Italie. Mais bon, voilà, il y a quand même une tombe de Marcel Déa. Il est rentré après sa mort. C'est-à-dire que, évidemment, ça aussi, j'aurais peut-être pu insister, c'est-à-dire comment certains sont revenus après leur mort. L'exil, leur mort permet en quelque sorte le retour à ce qu'on peut appeler la patrie. Voilà, les choses qui se sont passées. Est-ce que vous avez des questions ? Il me semble qu'à la fin de la guerre, le général de Gaulle a participé à ce que pouvait appeler un gouvernement provisoire. Et je crois que par rapport à ces problèmes-là de collaborateurs, de gens qui avaient participé au gouvernement de Vichy, il n'était pas très favorable à ce qu'il y a des procès, enfin c'est le procès de ces personnes-là, parce que je pense que le sentiment
qui prédominait pour lui, c'était réunir les Français, enfin d'arriver à une espèce de reconstituer une unité nationale, une entente nationale, parce que le pays était dans le chaos le plus total, et donc la priorité pour lui, c'était de remettre les Français ensemble autour d'un projet politique, et donc cette attitude-là, est-ce que ça a permis à certains justement collaborateurs pendant la guerre à justement bénéficier d'une certaine clémence et de ne pas se voir traduits devant les tribunaux? Alors, vous avez raison. Évidemment, on a en tête quelques grands procès. Pétain condamné à mort, mais gracié, voilà, c'est-à-dire parce qu'on ne pouvait pas tuer Pétain, voilà, pour des raisons. La mort de Pétain semblait impossible. Alors qu'effectivement, s'il y avait quelqu'un qui avait dû payer, enfin, pour tout, c'était Pétain. Mais imaginez fusiller un maréchal de France, l'image aurait été absolument terrible. Et De Gaulle le savait. De Gaulle le savait. Donc celui qu'on a envoyé au poteau d'exécution dans des conditions très difficiles, c'est Laval. Voilà. Laval, dont le procès est quand même aussi entaché. Enfin, c'est d'une violence et d'une rapidité, d'une brutalité. Voilà. Donc, or, le retour de Laval dans le livre, je parle par exemple j'ai pas voulu parler de Laval parce que je trouvais que j'en avais assez parlé, mais j'ai pris le cas de Madame Laval. Voilà. De Madame Laval, qui est partie avec son mari, qui l'a suivi à Sigmaringen et qui est morte en 1959, donc qui est revenue. Voilà, dans le cas. La mort de Laval, vous connaissez tous, évidemment, la tentative de suicide, on lui lave l'estomac et on le fusille. Donc on considérait que la mort d'un président du Conseil, quand même, qui avait été président du Conseil, qui avait signé les accords de Rome, qui avait eu des positions politiques très importantes dans la France d'entre-deux-guerres, Laval, c'est pas rien, en quelque sorte nettoyer la France. Et puis il y en a d'autres, Lucher, par exemple, Jean Lucher, qui a été le président de la Corporation française. Donc, quand le procureur établit son acte d'accusation, il dit il faut laver la France de cette souillure. C'est-à-dire que la France a été souillée. Donc ces gens-là, il y a l'idée que le sang collabo, en tout cas, le sang de cette histoire doit être nettoyé, balayé. Voilà, ça c'était autre chose. Alors après, il y a eu des gens plus ordinaires. La justice a pu être considérée comme relativement dure, en tout cas, et efficace, à travers les procédures des cours de justice, qui sont des tribunaux quand même exceptionnels. Et puis au fur et à mesure, elles s'apaisent. Parce qu'évidemment, les gens sont condamnés à mort, ou souvent graciés, puis d'autres condamnés à la prison. Et puis au bout d'un moment, il faut bien vider les prisons. Donc ils sont réinsérés, etc. Et au fur et à mesure, les peines, les lois d'amnistie effacent en quelque sorte toutes ces tâches qui se sont mises en place. Et certains vont retrouver des vies sociales et mondaines et politiques très, très, très importantes. Moi, il y a une chose, parce que quand même j'ai passé des années à chercher là-dessus, c'est-à-dire je me disais comment la fille de Laval, comment René de Chambrun retrouve-t-il immédiatement cette situation de fortune, cette capacité, bien entendu, et ça, j'ai jamais eu de réponse, ce qui prouve bien que la vérité dans l'histoire, elle était toujours très difficile. Est-ce que Laval avait planqué l'argent ? Enfin, moi, mon idée, c'est ça. Quand il envoie Jacques Jardin, son directeur de cabinet, en Suisse, à Berne, c'est aussi, pas uniquement une position diplomatique, mais c'est aussi pour cacher l'argent, en quelque sorte, à Monaco, etc. Parce que l'argent revient très facilement. Bousquet qui fait de la prison, qui passe devant la haute cour de justice, parce qu'évidemment, il appartenait au corps politique, donc c'est une justice politique, là, ce qui existe. Il est libéré immédiatement. On considère d'ailleurs qu'il a rendu des services à la résistance, et il retrouve une situation politique
et en tout cas financière, très importante. La Banque d'Indochine, et d'ailleurs, c'est la fille de Laval qui le fait rentrer, ou qui l'aide à rentrer. Et donc la force de Bousquet était très importante. Je veux dire, il va agréger autour de lui, c'est pour ça qu'il a servi Mitterrand, essentiellement. Parce que, évidemment, il y avait une espèce d'agrégation des anti-gaullistes. Voilà. Le camp, et donc Bousquet a rendu des services à travers la dépêche, mais aussi tous les moyens financiers qu'il représentait. C'était très important. Voilà, juste une chose, c'est que quand René de Chambrun, le gendre de Laval, reconstitue les cristalleries de Baccarat, voilà, propriétaire à titre personnel des cristalleries de Baccarat, ce qui lui permet de jouer sur le luxe, il fait rentrer dans le conseil d'administration René Bousquet. Voilà. Mais les choses sont encore plus complexes. C'est que, par exemple, vous avez des juifs. Je pense, par exemple, à la situation de Maurice Reims, qui a failli être, qui s'était échappé de Drancy, mais qui a failli être déporté. Maurice Reims fréquente les Laval. Enfin, je veux dire, donc il y a une espèce d'effacement des choses, comme si après la guerre, du point de vue social et mondain, il fallait se retrouver entre riches, entre élites, quelque chose en disant... une des réactions d'une des propriétaires des champs d'une écurie de course, Madame Stern, qui rencontre José Laval au champ de course et qui lui dit « Nous avons tous bien souffert. » Comme si la souffrance horrible de tous les juifs qui ont été déportés et exterminés à Auschwitz et ailleurs était comparable à la souffrance de la fille de Laval parce que son père avait été exécuté. Vous voyez, c'était cette espèce de folie. Alors, je suis d'accord avec ce que vous dites. La volonté de Gaulle, bien entendu, c'était que la France retrouve son histoire, enfin, telle qu'il la voyait, et retrouve son unité. Et donc, si on l'avait sans arrêt, si on organisait sans arrêt des procès, eh bien, on entretenait la division. Et évidemment, comment faire que des collabos et d'anciens résistants retrouvent un climat de travail, de vie commune. C'était quelque chose de très, très important. Mais là où il y aurait aussi beaucoup de choses à faire, des travaux, c'est-à-dire comment ça s'est passé dans les petites villes, dans les lieux où les haines étaient encore plus fortes parce qu'on se connaissait et on les a entretenues pendant longtemps. Voilà, c'est des choses. Mais je suis sûr que dans certaines familles, les marques symboliques de ces attitudes, les souvenirs ne sont toujours pas effacés. Voilà, il y a des choses. Et c'est pour ça que, par exemple, dans ce travail, j'ai voulu aussi m'interroger sur les descendants, c'est-à-dire les enfants et les petits-enfants de ça. C'est-à-dire comment vivre. La fille de Laval disait, heureusement, je n'ai pas d'enfant. Voilà. On peut imaginer ce que serait aujourd'hui le fait de vivre. Mais René Bousquet a un fils, et les autres, des petits-fils, Darnan, etc. Donc ces noms continuent à être présents. Et donc, évidemment, comment vivre et comment juste expliquer, comment se comporter par rapport à cette ascendance et à cette figure paternelle auquel on peut vous renvoyer. Vous voyez, dans le livre, par le hasard des choses, parce que j'ai étudié le cas de quelqu'un qui s'appelle Boudelan, qui était un professeur et qui a été un des chefs de la milice. Voilà, très, très, très important. Donc je me suis dit, quand même, si je cherche dans l'annuaire des Boudelan, alors il s'appelle Boudelan parce que c'était des enfants trouvés, le Boudelan, on lui avait donné, c'était comme ça. Je vais trouver. Et forcément, s'il y a quelqu'un qui s'appelle Boudelan, il aura à faire ou à voir avec ce personnage. Et un jour, je téléphone et je tombe par hasard, parce que alors c'est très ennuyeux, parce que maintenant les portables ont tout détruit. Parce qu'avant, vous aviez ce formidable instrument qui était l'annuaire. Et c'était formidable.
Donc vous appeliez et les gens vous répondaient. Enfin, voilà, aujourd'hui, dans l'annuaire, il n'y a plus d'annuaire et on ne trouve plus personne. On trouve des numéros complètement inutiles. Et je suis tombé sur... alors, je n'ai pas mis son nom dans le livre, mais quelqu'un qui s'appelle Christine Boudelan, qui était très gênée. Et au fur et à mesure, sa gêne, elle me l'a transmise, quoi. J'étais moi aussi très gêné à la fin. Et elle m'a expliqué, et c'est elle qui m'a permis de comprendre quelque chose d'essentiel. Elle m'a dit, mais vous pensez à lui, mais moi, je pense à ma mère. Je pense à ma mère qu'il a abandonnée. Parce qu'il a abandonné sa femme en partant en Allemagne. Il n'est jamais rentré, il est mort en Italie. Il s'est caché. Donc il a dû refaire sa vie, mais il a abandonné sa femme, ses enfants. Et nous, comment on a fait? Et comment on fait pour vivre? Comment on fait pour vivre ici? Voilà. Elle dit, moi, je me suis reconstruite grâce à des figures de mes grands-parents maternels, qui étaient des gens simples. Et à la fin, j'ai compris, elle avait envie de me dire, fichez-moi la paix. Laissez-moi vivre avec cette histoire. J'ai son nom, mais voilà, laissez-moi tranquille. Et à la fin, je ne savais plus quoi lui dire. Enfin, je ne savais pas. Et donc voilà, j'ai même pas voulu citer son nom, j'ai même pas voulu la remercier de peur de la gêner. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui sont des rappels terribles en vérité de l'histoire, parce qu'il y a un imbécile de prof qui un jour vous téléphone et vous remet en mémoire une histoire que vous avez voulu effacer, en tout cas que vous n'avez pas voulu transmettre à vos propres enfants. Voilà, parce que votre vie, après tout, vous appartient et vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Mais elle, c'est ça. Il y en a d'autres, au contraire, qui se sont totalement associés, quoi, qui considèrent que... j'ai parlé, par exemple, de ce SS, que j'ai vu, c'est le seul que j'ai vu, que j'ai vraiment rencontré. Ce SS, par l'intermédiaire d'un préfet que je connaissais, qui un jour me dit, vous vous rendez compte, je viens de croiser un ami d'enfance, moi j'ai été résistant et lui a été SS. Et nous avions 20 ans ensemble. Et je lui ai dit, mais faites-moi rencontrer ce bonhomme. C'était des protestants. Je me disais, comment des protestants qui ont en grande majorité protégé les juifs, des protestants se sont engagés dans la SS. Et donc j'ai rencontré ce monsieur, qui était cadre chez Peugeot, un monsieur très distingué, qui a subi des amputations parce qu'il a combattu, il a été SS. Enfin, je veux dire, c'était un engagement, il est resté... il a été opéré, alors un truc, il a été opéré par un chirurgien russe, c'est-à-dire c'est les Russes qui lui sauvent la vie. Et il revient. Et évidemment, sa descendance, sa fille a épousé un des cadres du Front National, celui qui a été un cadre du Front National. Et puis, évidemment, quand je cherche sur Internet, je vois que les petits-enfants sont engagés dans toutes les nébuleuses d'extrême droite qui existent en France. Donc il y a quelque chose. Et lui-même apparaissait. Donc l'idée que ce personnage ne s'est jamais renié et qu'il a transmis à ses descendants, enfants et petits-enfants, cette espèce de fidélité à une espèce d'ordre noir dont il était amoureux. Et ça, c'est quelque chose pour moi de très important, d'autant plus que dans son procès, j'ai découvert un document absolument extraordinaire. C'est la lettre qu'il écrit à Lucien Rebatté. Vous savez, Lucien Rebatté, c'était l'auteur des Décombres. Ça a été le fasciste. C'est celui qui, avec Brasillac, a entraîné une partie. Et ce jeune de 20 ans écrit à Rebatté. Il dit, voilà monsieur, pourquoi, grâce à vous, j'ai rencontré le fascisme. Pourquoi cette espèce de vocation fasciste qui trouve dans la lecture des Décombres et puis d'un certain nombre de livres de choses. Et donc il y a toutes ces histoires et toute cette question de la transmission qui me semble très, très, très importante. Justement, est-ce que vous savez s'il y a beaucoup de personnes qui ont demandé à changer de nom après la guerre, d'une part, et puis d'autre part, j'ai habité à Limoges il y a quelques années et j'avais un ami à Limoges qui était journaliste et qui me disait qu'il
il y a une loi qui était passée dans les années 50 qui interdisait aux journaux de citer des noms de collaborateurs sous leur nom, quoi. Ils étaient obligés de mettre une initiale. Est-ce que c'est vrai ou pas, quoi, en fait? Je ne sais pas, mais ça rejoint un peu ce que vous me dites. Évidemment, au bout d'un moment, la presse... bon, il faut dire que toute la presse de la période de l'occupation, elle a été totalement associée à la politique de collaboration. Donc, la presse se reconstruit. Ici, à Toulouse, on a la démocratie, et puis ça redevient la dépêche. Enfin, voilà. Et donc, il y a un certain nombre de journalistes qui sont revenus. Voilà. Donc, évidemment, au bout d'un moment, l'idée qu'il fallait, à un moment donné, taire ou écarter, ou en tout cas oublier, c'est quelque chose. Le changement de patronyme ou d'identité, ça me semble très, très rare. Enfin, ça peut venir d'une volonté individuelle. C'est-à-dire, après tout, si je m'appelle Darnan, je peux dire je ne veux plus, je vais prendre le nom de ma mère, ou je vais balayer. J'en connais pas beaucoup, moi. Mais la difficulté que vous évoquez, et que je trouve très intéressante, c'est celle que nous connaissons. Par exemple, moi, quand je veux consulter les documents qui existent aux archives nationales, mais ça, c'est la loi qui ne touche pas uniquement les affaires de collaboration. Si je cherche sur un personnage de Toulouse, par exemple, je ne peux pas savoir s'il y a des dossiers sur cette personnalité. Il faut aller aux archives nationales, se déplacer à Paris, parce qu'évidemment, il y a la protection de la vie privée des gens, et donc on ne peut pas savoir. Et souvent, je suis obligé de passer par les archivistes pour leur dire, mais est-ce que vous avez des documents sur ce qui ralentit énormément les choses? On se dit, mais pourquoi évidemment, pourquoi dois-je aller à Paris pour essayer? Il y a cette idée que les condamnations, eh bien, du point de vue de l'accès à la documentation, alors les archives se sont ouvertes ces derniers temps, mais c'est aussi extrêmement difficile. Voilà. Alors après, évidemment, vous parlez de Limoges, il y a des endroits, il faut faire une géographie française. Il y a des endroits plus durs où le souvenir des massacres, des violences, des actes miliciens, par exemple, est beaucoup plus fort. Je veux dire, il y a peut-être certains endroits où les choses ont été plus tempérées, ou en tout cas plus écartées. Mais bon, le souvenir des violences, par exemple à Nice aussi, ça a pu être très fort parce que Darnan était de là. Ici, ça a été quand même aussi très, très violent parce que la résistance étant très, très active et tapant, évidemment, les réactions étaient aussi très, 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 très importantes. Voilà, c'est tout à fait... il y a une espèce de géographie contrastée de cette histoire qu'il faudrait certainement établir pour arriver à comprendre, bien entendu. Mais c'est un travail absolument énorme, quoi. Vous avez écrit un livre très, très documenté, très, très fouillé. Je m'autoriserai à vous donner une appréciation personnelle que je tiens de mes parents, qui ont subi l'horreur. Mais également, je m'inspire d'une universitaire toulousaine qui s'appelle Annie Lacroix-Ris, que je pense que vous connaissez. Vous la connaissez? Je connais ce livre. Non. Alors, au sujet les jeux étaient faits en 1942, il y avait une redistribution des cartes, c'est-à-dire que les Anglo-Américains, voyant la victoire s'annoncer, l'alliance anti-idéologique qu'il y a eu entre les États-Unis, l'Angleterre et l'Union soviétique, de cultures différentes, contre l'Allemagne, le nouvel enjeu, c'était le nouvel ennemi, c'est l'Union soviétique. Donc les décisions franco-françaises dont on parle sont inspirées du fait qu'il fallait monter un front face au communisme. Le général de Gaulle redoutait l'influence communiste en France, puisque le Parti communiste disait les 70 000 fusillés, n'est-ce pas? C'est eux qui avaient participé, et ce n'est pas faux,
à la résistance de façon majeure. Donc de Gaulle avait besoin d'une amnistie. D'abord, de Gaulle considérait que le gouvernement de Vichy était une parenthèse, hein, que la République existait toujours. Hein, et il y a une ordonnance de 1944 qui l'indique. Donc il avait besoin, pour conserver le pouvoir, il avait besoin des gens qui avaient collaboré, dont une partie de l'Église. Il faut signaler le rôle du Vatican qui a instruit des filières d'exfiltration. Est-ce que vous avez entendu parler de Ratlines, de gens des collabos, n'est-ce pas, etc., etc. Au sujet de René Bousquet, il paraît très étrange, parce que René Bousquet a eu un rôle majeur dans la région de Toulouse. À un moment donné, il était très proche de la Dépêche du Midi. Son assassinat est vraiment étrange, parce qu'il devait y avoir un procès, et M. Mitterrand, n'est-ce pas? Or, René Bousquet a dirigé à Toulouse une banque, la banque d'Indochine. Et il a participé, avec ses fonds, à la propagande pour la réélection de François Mitterrand. Oui, alors, vous avez raison, et ça me permet... C'est pour ça que, évidemment, l'histoire évolue sans cesse, elle est toujours en marche. Dire, pourquoi ces collabos, à un moment donné, ont pu revenir? C'est que l'arrivée de la guerre froide, en tout cas, a pu permettre de recycler un certain nombre d'entre eux. C'est-à-dire que, évidemment, et c'est d'ailleurs l'argument de certains de ces collabos. Ils disent, attendez, nous avons été des visionnaires, nous avons pointé du doigt, bien avant vous, le danger communiste. Et ce qui arrive aujourd'hui, par exemple, avec la guerre froide et puis aussi l'occupation de ces États, tout ce bloc de l'Est, eh bien, voilà, c'est les conséquences. Si vous nous aviez écoutés, il y aurait eu une alliance avec l'Allemagne et nous aurions catapulté l'ogre communiste et nous serions allés jusqu'à Moscou. C'est ce que nous voulions faire. Voilà. Donc évidemment, il y a cette espèce de reconstruction de l'histoire et de révision de l'histoire. Nous sommes dans du révisionnisme, quelque chose qui se met en place. Voilà, donc évidemment, certains trouvent des nouveaux jeux, des nouvelles utilités. Voilà. Et donc, ils se reconvertissent. Voilà. Certains, alors tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai qu'ils ont été très protégés dans certains États, l'Espagne, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, enfin... Ils se sont constitués en colonies, d'autant plus qu'une partie des Allemands, des anciens nazis, se sont réfugiés en Amérique du Sud. Donc évidemment, le climat était très, 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 très propice. Ils ont développé des villes, des affaires, des possibilités. Ici, par exemple, De Voitine part et il se met au service de Péronne, etc. Il constitue. Donc certains se sont très bien reconvertis. Ils ont trouvé des affaires, ils ont été très protégés. Donc voilà, c'est quelque chose. Et évidemment, la politique internationale, l'évolution change tout à fait les explications. Ce qui fait qu'eux-mêmes trouvent des lectures ou des explications à leurs actes. Voilà. C'est-à-dire, nous n'étions pas des mauvais collabos, comme on le dit, mais nous étions en quelque sorte des avant-gardistes. Une avant-gardiste dans le combat essentiel qui était la lutte contre le communisme. Voilà, c'est ça. C'est ça qui se met en place de façon très, très, très paradoxale. Et certains vont nettoyer même leur propre histoire. Moi, je suis toujours... je tombe des nues, par exemple, quand je vois l'évolution de l'antisémitisme de certains. Si vous lisez, par exemple... les journaux de Rebatté ou les journaux de Morand, au moment de la guerre des 6 jours, c'est-à-dire en 1900, quand les Israéliens mettent la pâtée aux forces, mais ils trépignent.
C'est-à-dire, la femme à Morand, qui est une des plus grandes antisémites, dit, et Morand le rappelle, elle dit, les Israéliens, ce sont les Allemands d'aujourd'hui. Parce qu'ils reconvertissent leur antisémitisme en racisme anti-arabe. Voilà, c'est ça. Et donc, la création de l'État d'Israël comme État jeune leur donne la possibilité de manifester. Sauf Benoît Méchem, mais les autres, évidemment, manifestent sur ça. Ce qui, évidemment, chacun, dans cette espèce d'errance, cherche des points d'ancrage idéologique, des évolutions et des explications à leurs propres attitudes. Voilà, c'est ça. Nous n'étions pas des antisémites, puisque nous sommes très favorables à Israël et à ce qui se passe du point de vue de leur affrontement avec les États arabes. Voilà, c'est quelque chose. Oui, alors en ce qui concerne l'histoire, c'est vrai qu'elle est toujours partielle, parfois partiale, et toujours provisoire. Et moi, je voulais revenir sur la position de De Gaulle quand il a pris les affaires. Et on lui a beaucoup reproché, en grande partie par beaucoup d'ignorance, d'avoir pris dans ses gouvernements des gens qui étaient pas du tout fréquentables. Mais quelle était la position de De Gaulle à ce moment-là? La France était menacée d'être prise sous tutelle totale par les Américains. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Alors, moi, bien entendu, d'abord, je suis totalement innocent puisque je n'étais pas né. Alors là, je peux me la ramener autant que je veux, je ne sais pas. C'est une question qui me taraude beaucoup. Qu'aurais-je fait? Qu'aurais-je fait? Et évidemment, il n'y a pas de réponse, mais il faut avoir donc un sens d'éthique extrêmement développé et un sens de l'humilité également. Hein. C'est pas commode. Mais voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, et pourtant il n'y a peut-être rien à comprendre, pourquoi un tel engagement du Vatican à exfiltrer ces ordures? Il n'y a peut-être rien à comprendre, mais c'est comme ça. Alors, ce qui... Enfin, ça rejoint un peu ce que vous dites. Évidemment, il y a aussi l'évolution de ce que vous appelez des ordures. C'est-à-dire comment DA, qui vient de la gauche, enfin, comment DA, alors c'est l'influence de sa femme, rencontre le catholicisme. Et comment il va finir sa vie en écrivant sur la religion, etc. Pourquoi Luchaire, par exemple, qui était un partouzeur de première, etc., il va se marier religieusement à la prison, avec sa femme qui est elle-même. Donc, et le rôle des aumôniers à ce moment-là, c'est de ramener tous ces gens qui étaient des brebis galeuses dans l'orbite de l'Église. Et je pense, évidemment, d'abord l'attitude du Vatican et d'une partie de la hiérarchie catholique, c'était aussi cette terreur vis-à-vis du communisme. C'est-à-dire la priorité, c'était la lutte contre le communisme. Et aussi l'idée que, ma foi, on ramassait, on protégeait. Alors, c'est pas que le Vatican, ce sont les différentes congrégations. C'est toujours beaucoup plus complexe. L'histoire, elle est toujours beaucoup plus complexe. Parce qu'évidemment, à l'intérieur du clergé, il y avait des prélats bienveillants au Brésil, etc., qui étaient connus en quelque sorte pour recueillir ce troupeau collabo. Voilà. On savait qu'il fallait, en Argentine, aller voir tel prélat qui allait parce qu'il lui-même avait été formé à l'Action française, etc. Il était marqué idéologiquement, un certain nombre de prélats. Et donc, évidemment, il ne faut certainement pas prendre l'Église comme un bloc, c'est-à-dire il n'y a pas eu un ordre du Vatican en disant « sauvons les collabos » ou « sauvons tout le... » Mais chaque congrégation s'est organisée pour, en fonction de ses influences et des positions personnelles des évêques ou même des responsables des couvents pour accueillir ou ne pas accueillir. On pourrait dire qu'après tout, ils accueillent les fugitifs. Voilà. Mais ils font plus que ça. Voilà. Ils le font pour des raisons parce qu'eux-mêmes
ont fait des choix et des choix politiques. Et évidemment, ils sont très engagés là-dedans. Mais surtout, ne globalisons pas, parce que la globalisation, elle ne nous permet pas de comprendre la diversité et la responsabilité de chacun. Et ça, c'est très important. Après tout, Laval, avant de mourir, il lit Mauriac et la vie de Jésus, quoi. Parce qu'évidemment, peut-être quand on est au bord de la mort, il faut bien s'accrocher à quelque chose, quoi, pour avoir le courage d'affronter ça. Et donc la religion était une des possibilités. Les gars qui sont fusillés, ils crient « Vive la France !» quoi. Ils tombent sur le peloton, certains sont très courageux, c'est-à-dire ils refusent le bandeau, et ils meurent en criant « Vive la France !» Voilà, non. Voilà. Alors, quelle France bon, mais ils crient quand même « Vive la France !» Ils ne crient pas « Vive Hitler !» Ils ne crient pas « Vive Pétain !» Ils crient « Vive la France !» Donc, évidemment, certains ont été trompés. Enfin, quelqu'un comme Darnan, qui a été considéré comme un héros français avant la défaite, parce qu'il était très courageux militairement, il allait récupérer les corps de son officier, etc., et qui devient évidemment ensuite l'organisateur de ce troupeau de tortionnaires qu'ont été les miliciens. Voilà, c'est très important. Bon, d'abord, je voudrais remercier Yves pour son livre et cette conférence qui me fait très plaisir. Et je voudrais pas. J'ai une question qui me taraude, c'est la question de l'Amérique latine et de l'accueil des nazis, par exemple. Bon, c'est plus facile pour moi, que je suis brésilienne d'origine, de comprendre l'accueil des Allemands. Bon, Barbie était en Bolivie, il y a beaucoup de gens qui étaient dans l'Argentine de Perón, il y a un certain nombre de gens qui sont venus au Brésil, encore que le gouvernement de Vargas est tombé en 1945. On est rentré dans une espèce de démocratisation du pays, mais il y a eu une immigration allemande extrêmement importante à la fin du 19e, début du 20e, au Brésil, notamment dans les États du Sud, d'où je suis d'origine. Et donc, c'était plus facile en tant que constitution des réseaux pour une masse de gens, parce que là, vous parlez des hauts fonctionnaires, des grands personnages, mais je pense aussi aux des gens ordinaires. Et les gens ordinaires, ils sont allés quand même, parce qu'il y avait des itinéraires qui pouvaient saisir et des réseaux dans la population même brésilienne d'origine allemande ou vraiment allemande. Nous avons Santa Catarina, qui est un État d'ailleurs qu'aujourd'hui, avec les gouvernements de Bolsonaro, réaffirme des positions très nazies au Brésil. Il y a dans mon pays d'origine, qui est le Rio Grande do Sul, plusieurs villes qui s'appellent Nouvelle Hambourg, Nouvelle Fribourg, Nouvelle Léopold, où les gens parlent allemand encore aujourd'hui. Il y a eu deux grandes vagues d'immigration, c'était les Allemands et les Italiens, qui ont formé deux communautés différentes. Or, les gens ordinaires, et je parle des Allemands, quand ils arrivent, ils sont reçus par cette population allemande, culture allemande, idéologie allemande. Moi, j'avais un oncle politique, moi je suis d'origine italienne, qui avait les bustes de Mussolini dans sa bibliothèque. Quand j'avais 15 ans, j'ai vu ça, et une photo de lui à faire la guerre de Libye. C'était tout à fait normal. Les élites brésiliennes, par exemple, aimaient bien mettre ces enfants dans les centres de vacances organisés par des Allemands, parce que c'était semi-militaire et très discipliné. C'est pour discipliner les enfants. Moi, j'ai fréquenté un kindergarten entre 5 ans et 12 ans qui était semi-militaire, dont les couples qui tenaient ça, c'était d'origine allemande. C'est beaucoup plus tard que j'ai compris qu'ils étaient des réfugiés de l'Allemagne nazie. À l'époque, j'ai trouvé ça un peu dur pour des vacances, mais bref, mes parents, ils voulaient mettre les enfants là-bas et on passait à travailler toute la journée, à faire des exercices militaires, bon, des gymnastiques et tout ça. Bon. Alors,
Ce qui m'interroge, c'est les réseaux français, parce qu'il n'y avait pas de colonies françaises, communautés françaises. Donc vous avez donné une piste, l'Église, certains qui avaient suivi l'action française, etc. Mais si j'ai bien compris, il n'y avait pas des gens ordinaires parmi les Français qui allaient dans les pays d'Amérique latine. Il n'y avait que des fonctionnaires qui pouvaient faire un contact directement avec des représentants de l'Église qui étaient de leur bord, ou avec directement le gouvernement, Perron, ou je ne sais pas qui. Donc, il n'y a pas eu une masse, entre guillemets, des Français qui sont allés en Amérique latine. Oui, oui. Et c'est ça, je voudrais vous écouter là-dessus. Oui, oui. Alors déjà, dans cet exil, il n'est pas fait d'aller direct, quoi. C'est-à-dire les gens font des étapes. Voilà. Ils font des étapes. Alors certains vont rester en Italie, parce que moi, ce qui m'a étonné dans cette histoire, c'est que l'Italie a été finalement, l'Italie qui était libérée, en tout cas, et qui était retournée, bien, elle a été très, très protectrice de ces milieux. Ils sont restés à Rome, dans le Tyrol, etc., Bolsonaro, etc., dans ces endroits, ils ont été très protégés. Les autres ils ont pu rester un temps en Italie, puis ils cherchent à passer en Espagne, parce que l'Espagne, là, on sait qu'on est très, très protégé. Donc, il y a tous les réseaux. Oui, les Portugal. Voilà, bien sûr, tout ce qui avait été, évidemment, associé à l'Allemagne, ou en tout cas qui avait une attitude très, très équivoque. Donc, ils ont pu rester. Parce qu'après, il fallait passer en Amérique du Sud. Et c'était quand même pas si facile que ça. Il y en avait certains qui avaient de l'argent. Ça a été le grand mystère. Et puis d'autres, évidemment, c'était très difficile. Par exemple, vous prenez l'acteur Le Vigan. Le Vigan, il traîne parce qu'il essaie de refaire une carrière en Espagne, une carrière d'acteur. Le grand ami de Céline, qui est un acteur absolument formidable du cinéma français d'entre-deux-guerres. Et ensuite, qui se retrouve en Argentine, où il essaie de refaire une carrière, mais ça ne marche pas, parce qu'il est complètement... Il épouse une Française, il est là, et il rumine en vérité, voilà, quelque chose comme ça. Donc évidemment, chaque passage est une aventure. Et une aventure, vous le dites bien, au compte-gouttes, parce qu'il n'y a pas un cargo collabo qui va les transporter avec des billets grand public. Non, c'est toujours. Et ensuite, ils sont quand même menacés parce qu'évidemment, on ne sait pas. Évidemment, la France essaie de contrôler ou de restreindre ça. Donc, ça n'a pas, à mon avis, la même échelle que l'exil des anciens nazis. Qui sont beaucoup plus importants et qui ont été peut-être beaucoup plus structurés, parce que vous l'avez dit, la présence d'Allemands sur le territoire brésilien permettait un accueil beaucoup plus structuré et beaucoup plus fort. D'abord parce qu'ils ont constitué là-bas quelque chose. Souvent, on retient évidemment des figures, combien, etc. Ça ne représente pas globalement des forces très, très, très importantes. Mais la nature même de ces exils, certains d'ailleurs vont revenir. Par exemple, il y a des... Je voudrais travailler, moi, je ne sais pas si je le ferai, sur un gars qui s'appelle Marc Augier, qui est connu comme sous un nom de plume qui s'appelle Saint-Loup, qui a failli avoir le prix Goncourt. Voilà, parce que tout à coup, on va décerner des prix littéraires, et on a un bouquin, et on ne sait pas qui est l'auteur. Et tout à coup, on s'aperçoit que le gars, c'est un ancien SS, quoi. Voilà. Et alors, on récupère sur ça, parce qu'évidemment, si on donne le prix Goncourt à un ancien SS, et ils se reconvertissent dans des genres nouveaux, par exemple l'alpinisme, etc. Celui que on en parlait, le plus étudié, c'est René Bonnefoy, par exemple, qui était le journaliste de Laval et qui va être le secrétaire général à l'information, condamné à mort par contumace, parce qu'on n'a pas, et qui se planque à Paris. Il passe. Donc ça veut dire qu'il n'était pas très recherché quand même, parce que quand la police vous traque, elle vous trouve, et qui va faire une nouvelle carrière comme auteur de science-fiction, et qui est un auteur incroyable de science-fiction, et qui même va écrire un bouquin que moi je trouve absolument formidable, qui s'appelle Le Mouton enragé, sous le nom de Blondel, qui va être adapté au cinéma par Michel Deville,
avec Trintignant, Jane Birkin, etc. Donc des films Et ce René Bonnefoy était à la fois un auteur, un peintre, un sculpteur. Donc ce qui m'intéresse, ce sont ces reconfigurations de vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses ne sont plus possibles. Ils ne peuvent plus être des journalistes politiques, ils peuvent plus être des sous-préfets, des préfets, des chefs militaires, etc. Donc il faut trouver quelque chose. Des journalistes, par exemple, qui étaient des journalistes politiques et qui vont se spécialiser dans la cuisine. Parce que c'est le seul espace qu'on leur laisse en vérité, où on ne leur demande pas. Et à travers la cuisine, ils peuvent en continuer à exister. Ils deviennent des critiques culinaires très, 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 très importants. Courtine, Guy de Montaignac, etc., qui sont des gens très, très, très importants. Donc il y a cette espèce de grande lessive de l'histoire pour essayer de blanchir un peu ou de continuer à exister. Mais c'est vrai que, évidemment, sur la présence, mais on ne sait pas beaucoup de choses. Il faudrait aller travailler, mais ça, je n'irai pas, sur les archives au Brésil, en Argentine, au Paraguay, retrouver un peu sur... Oui. Donc il y a plus grand-chose qui doit rester. Oui, Bonnefoy, par exemple, il est condamné à ces postures schizoïdes. Hein, son moi explose en plusieurs identités. C'est passionnant, le portrait de Bonnefoy, et à chaque fois, c'est sous un pseudo. Hein, c'est Bruce le sculpteur. Il fait de la littérature érotique. Oui. Et il a des pseudos. Il a explosé en plusieurs personnalités. Et il est même cité par Michel Foucault. Oui, parce qu'à la fin... Ils arrivent à se faire oublier sous cette identité. Enfin, on a oublié cette part d'histoire. On les connaît et personne ne se souvient de ce qu'ils ont été avant la guerre. Et souvent, il faut un hasard ou un journaliste un peu hargneux pour essayer d'aller soulever un peu ce qui s'est passé, voilà, ou qui pointe du doigt sur ça. Et c'est des choses absolument extraordinaires. Moi, j'ai été passer des semaines à la Bibliothèque nationale, et puis j'ai connu sa belle-fille, qui m'a autorisé à exploiter ses documents. Il y a un fonds Bonnefoy à l'ABN, qui est un fonds absolument extraordinaire. Parce que moi, quand je suis sorti de là, j'ai trouvé l'extraordinaire. Je veux dire, dans cette espèce... Et je ne comprends pas comment un personnage, avec une telle force imaginaire, une telle liberté de ton, un tel pouvoir de création a pu s'embarquer dans le sillage de Laval. Voilà. Je ne comprends pas. Peut-être on est idiot, pourquoi faut-il tout expliquer? Voilà. Est-ce que tous nos gestes sont compréhensibles, explicables? Qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Voilà, il a fait ça, mais ça reste quand même un auteur absolument extraordinaire. Peut-être la seule critique que je pourrais faire à son œuvre, c'est qu'il sait qu'il est très extraordinaire. Il tombe un peu dans un certain moment parce qu'il a besoin d'argent. Donc il va écrire 3 livres par an, quoi. Enfin, je veux dire, et il a besoin d'argent, donc il faut vivre. Il faut vivre quand on a été collabo. Voilà. Et ça, c'est évidemment les maisons d'édition et la planète Sota, ça commence, et puis après. Le retour des Martiens, enfin je sais pas quoi, enfin, chaque jour il écrit et il compose. Mais vous savez très bien, Siménon, si on prend toute la carrière le parcours de ces gens-là, c'est quand même très compliqué, quoi. Une dernière question. Vous vouliez dire quelque chose? Simplement, je pense qu'en Italie, il n'y a pas eu d'épuration après le fascisme, à proprement parler. Oui. Donc il est resté tout un réseau de fascistes qui étaient à même de faciliter l'exil de certains collabos. Oui. C'est comme ça qu'on peut l'expliquer. Et alors il y a des choses qui sont... l'Église, hein. Oui. Il y a des choses qui sont très étonnantes. Enfin, on ne sait jamais si c'est des parts de rumeurs. Par exemple, le trésor de la milice. Parce qu'évidemment, quand ils partent en Allemagne, ceux qui font, par exemple, Darnan dit, vous allez aller à la Banque de France, à Belfort, et vous allez rafler tout l'argent. Donc ils arrivent armés, ils vont voir le directeur de la Banque de France, et ils lui disent, on ramasse. L'autre est absolument paniqué, il négocie, donc ils en
poche des milliards, et y compris de l'or, enfin, tout ce qui peut être embarqué. Parce qu'ils savent très bien qu'en Allemagne, il va falloir... Et ce qui m'a étonné, c'est que l'Allemagne avait établi un change. C'est-à-dire ils avaient besoin de marques. Donc on changeait. Laval, par exemple, avait droit, pour les siens, c'est-à-dire ce qu'on appelle les ministres passifs, etc., de changer, il leur donnait de l'argent. Et donc, quand ils fuient, en Italie, etc., certains ont de l'argent. D'ailleurs, quand on va les arrêter, on arrête Laval et on trouve des fonds secrets. Et d'ailleurs, dans toute la succession, puisque, alors ça m'avait assez passionné, la succession de Laval, comme il est condamné à mort, tous ses biens sont saisis. Mais comme il est marié sous le régime de la communauté de biens avec Madame Laval, les biens de Madame Laval ne peuvent pas être saisis. Donc, il fallait identifier si dans sa doublure, les fonds qu'il possédait étaient des fonds propres ou des fonds qui relevaient de l'État. Donc, il y a eu toute une négociation, ce qui prouve que dès le début de la 4e République, on a envoyé des gens auprès de Madame Laval pour négocier. Il y a eu une négociation très importante. Je fais une autre parenthèse. L'État a donné de l'argent au Laval parce que sous l'influence de Pinet, notamment président de conseil, on a dit que par exemple son journal qui avait été pris, raflé, l'avait été injustement, donc on a indemnisé, on a versé, compensé une forte somme qu'on a redonnée à Laval. Donc on est dans le paradoxe ou la folie. Et donc en Italie, il y a cette rumeur du trésor de la milice, de l'argent. Certains ont des fonds qui leur permettent d'ailleurs de partir en Espagne et puis de payer les transports en Amérique latine. Mais vous avez raison, je pense qu'il n'y a pas eu en Italie, parce que c'était peut-être impossible, parce que toute l'Italie peut-être avait été fasciste à un moment donné. Voilà. Et que, évidemment, si vous commenciez à... C'est ce qui se passe au Rwanda, c'est-à-dire comment établir une justice. Évidemment, si vous condamnez tout le monde, ou 80% de personnes en Italie, vous les mettez où? Et que valent les condamnations à ce moment-là? Et donc l'Italie, à un moment donné, et puis elle avait été la période fasciste, elle commence de 1922 à 1943 quand même. Et d'ailleurs, on voit très bien qu'aujourd'hui, le fascisme, il n'est pas effacé de l'histoire italienne. Parce que nous, quand on parle de fascisme, on le voit à l'échelle française. Mais il faut le voir dans l'histoire italienne, proprement dite, ce qu'il a pu représenter. Donc je trouve qu'il y a une confusion des mots qui sont mauvais. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui ne permet pas de comprendre. Donc voilà. Mais je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'effectivement, ils sont restés en Italie parce qu'ils trouvaient un port favorable. Et puis peut-être, mais là j'exagère, peut-être le désordre italien et la mode italienne permettait d'être plus planqué, on trouvait, surtout si on avait un peu d'argent, et c'était plus facile de se cacher en Italie qu'en Allemagne, c'était difficile, encore que certains ont pu rester. Et puis, alors certains, moi je les ai retrouvés, sont au Québec, parce que le réseau catholique, évidemment, était très actif. On a appelé le Québec, en tout cas, le Vichy sans Vichy, quoi. C'était le même esprit conservateur qui existait à ce moment-là, quoi. Voilà. Mais évidemment, tout ça est complexe. Et je pense qu'il faut continuer encore à fouiller, à trouver un certain nombre de personnes. Même si moi, à un moment donné, j'ai envie de dire, j'en ai ras-le-bol, quoi. J'en ai ras-le-bol de ces histoires. Mais évidemment, dans chaque itinéraire, on trouve quelque chose d'étonnant, voilà, d'étrange, qui n'explique rien, qui ne justifie rien. Alors, il y a toujours les purs salauds, il y a les sadiques, mais même chez les bourreaux, il y a quelque chose qui est toujours un peu incompréhensible.
en tout cas qui informe sur ce qu'est l'âme humaine ou les possibilités humaines. Et moi, les périodes de désordre me font très peur. Voilà, me font très peur parce que je me dis que quand l'État commence à vaciller, tout est possible et il peut y avoir du terrible qui surgit à tout coin de rue, quoi. Voilà, c'est quelque chose. Alors, quand je parle de l'État légitime, démocratique. Je ne parle pas de l'État français ou l'État de Vichy, qui était un État ignoble, quoi. Ignoble. Mais tu parlais de transmission, tu en cites d'autres. Hein, il y a ça aussi, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, qui est, évidemment, on est dans une période extrêmement dangereuse. Les fascistes aussi ont fonctionné en institutions dormantes. Il y a des familles, et tu en cites au moins un autre exemple là, des familles qui ont assumé dans la sphère privée, de l'intime, familial, etc., ce passé vichiste, et qui sont aujourd'hui au Front National, au Rassemblement National. Hein, c'est le beau-père de Le Gallou, par exemple, qui est au Front National, et c'est une famille de fachos. Enfin, et aujourd'hui, alors en Italie, évidemment, c'est très évident, mais c'est vrai aussi en France. C'est vrai aussi en France. Il y a aussi cette continuité historique, et c'est important de le rappeler, au Front National. Elle existe aujourd'hui encore, évidemment. D'autant plus que l'histoire, elle ne s'arrête jamais. Enfin, on le sait, par exemple, à l'Espagne, l'histoire de l'Algérie. Enfin, l'indépendance de l'Algérie et la guerre a réactivé aussi ces réseaux, a donné... par exemple, il y a eu d'autres immigrés, d'autres exilés qui sont passés en Espagne, qui sont passés en Amérique latine, bien entendu. Je pense à certains de l'OAS, etc., qui se sont retrouvés. Donc évidemment, il y a une espèce de suite évidemment, d'explications qui se mettent en place. Mais moi, je trouve, dans les héritages, je peux comprendre quelqu'un qui dit, écoutez, moi, mon père, c'était mon père. Voilà. Et je l'aime comme mon père. Ça, je peux tout à fait comprendre. Ne venez pas vous occuper de ça. Moi, je ne m'occupe pas de votre père. Voilà. Ça, je peux tout à fait comprendre. Alors, et je ne parle pas d'autre chose. La difficulté, c'est quand certains, évidemment, reprennent à leur compte une histoire qui n'est pas la leur, quoi, je veux dire. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est que les pères se soient trompés dans le contexte, dans la situation, dans le moment. Voilà, ils se sont trompés. Mais pourquoi les autres cherchent-ils justement à justifier ça, et en tout cas à le réactualiser dans des temps qui sont des temps absolument différents? Voilà, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter et que je ne peux pas comprendre. Mais la difficulté, évidemment, moi je l'ai vécu personnellement, c'est que quand vous menez des enquêtes avec ces gens-là, vous ne pouvez pas aller à l'affrontement. Moi, quand j'ai rencontré le gendre de Laval pendant 3 ans, je me suis totalement soumis. Quand il me disait, mon beau-père, qui était l'homme le plus extraordinaire, qui a sauvé les Juifs, etc., si j'allais lui dire, mais attendez, vous me racontez, c'est affreux ce que vous me dites, je prenais la porte immédiatement. Et donc mon travail était... Et donc j'étais obligé, en quelque sorte, de supporter ça. Alors c'était pas... Attendez, je ne suis pas un héros. Ce n'était pas une souffrance intime. Encore que ça m'a beaucoup troublé et beaucoup déstabilisé pendant des années, parce que j'étais confronté aussi, non seulement à mes doutes personnels, mais aux réactions de certains collègues qui ne comprenaient pas et qui me mettaient pratiquement en accusation, en me disant, si tu travailles sur les salauds, tu es un salaud toi-même. Voilà. C'était pratiquement ça. Voilà. C'était cette espèce de confusion, comme s'il y avait eu une espèce d'identification ou d'amalgame. Et moi, l'idée, c'était de travailler comme un anthropologue ou un ethnologue ou un historien ou un enquêteur, d'attendre le moment où je pouvais accéder à une information, à une découverte. Mais souvent, il fallait supporter toute cette espèce d'errance de justification. Et puis à un moment donné, évidemment, quand vous êtes confronté à quelqu'un pendant des années, il y a une espèce de quelque chose qui lâche, voilà.
du ton de la confidence, de la découverte, de l'aveu. Voilà. Et c'est dans ces moments intermédiaires, dans ces interstices, que vous arrivez évidemment à comprendre un peu et à découvrir des choses. Mais si vous n'affrontez pas ça, alors rien n'est possible. Et évidemment, aller travailler ou aller rencontrer les gens, moi je ne crois pas que ça soit l'affrontement. Je comprends ce qu'ont fait les Klarsfeld, par exemple. C'est-à-dire qu'effectivement, il fallait taper. Il fallait taper et ils l'ont fait. Parce qu'évidemment, ces milieux nazis qui se sont reconstruits en Allemagne, encore toute l'Allemagne, de façon encore plus puissante, et qui ont fait des carrières dans l'industrie, mais même dans l'État, eh bien, évidemment, pour révéler leur passé et pour pointer du doigt leurs fautes, il fallait taper. Donc, ils l'ont fait. Voilà. Ça, je comprends. Mais il fallait être les Klarsfeld. Moi, je ne suis pas un Klarsfeld. Enfin, je ne suis pas Bert Klarsfeld et je n'ai pas ce courage, en vérité. Et puis, je n'aurais pas pu taper sur Bousquet. Voilà. Je ne parle pas de le tuer, mais je n'aurais pas pu taper Bousquet, d'autant plus qu'il ne m'aurait pas reçu, mais c'était absolument impossible. Donc, on joue avec les possibilités qui sont celles de l'enquête et de la découverte. Chacun est dans son rôle, et je crois que la fonction de l'universitaire n'est pas insignifiante. Enfin, elle est indispensable. Enfin, il faut des travaux comme les tiens. Enfin, il en faut absolument. Enfin, c'est un impératif démocratique. Enfin, c'est le rôle démocratique de l'université, avec aussi toutes ces difficultés. Alors, la chance que j'ai eue, c'est que moi, j'étais clerc familialement. Je veux dire, j'avais pas des grands-parents. Mon itinéraire, mon choix de ces sujets n'est pas dû à des ascendances familiales. Je pense à Zema, par exemple, qui est le fils d'un journaliste de Je suis partout, etc., qui vient... Alors, il y a des inversions. Hein. Moi, j'avais un collègue qui était anthropologue, son père avait été préfet de Vichy, et lui était dans l'extrême gauche. Évidemment, il y a des gens qui balaient l'histoire familiale en choisissant des chemins qui sont des chemins à l'opposé. C'est aussi Il y a Serge Chalandon aussi. Oui. Les enfants de salaud. Voilà, c'est ça. Quelque chose, des gens comme ça qui, évidemment, vont à l'extrême dans l'opposition, parce qu'ils ont besoin, bien entendu, de balayer tout ça. Moi, je veux dire, mon père a été réfractaire au STO, voilà, c'est tout, et ma mère était trop jeune, etc. Donc il n'y a pas eu de... Puis c'était des paysans de Lozère, enfin dont des gens très modestes, mais les gens modestes ont pu s'engager dans la collaboration, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais il n'y avait pas, en tout cas, de raison personnelle qui me pousse à... J'aurais pu travailler sur la résistance, j'aurais pu travailler sur des tas d'autres sujets. Donc c'est pas une motivation personnelle qui m'a conduit à ce... C'est un peu le hasard. C'est un peu le hasard qui s'est fait. Et voilà, et puis aujourd'hui, un peu la poursuite, parce que j'ai accumulé et que je veux aussi aller le plus loin possible, quoi. Mais pour illustrer, et puis pour montrer un peu la complexité, bon, moi j'ai travaillé pendant 3 ans, ou même plus, puisque j'ai commencé à travailler en 1994, et mon bouquin sur les carnets de Laval est sorti en 2002, auprès de René de Chambrun. Donc il meurt en 2002. Donc j'étais accueilli, j'avais les clés, je faisais ce que je voulais, ce que je voulais. En tout cas, on me donnait l'illusion que j'étais libre. Vous savez, le piège de la liberté, c'est une liberté très surveillée en tout cas. Après la mort de René de Chambrun, tous les biens sont aujourd'hui détenus par une fondation qui s'appelle la Fondation Chambrun, très riche. Donc, 2 châteaux. Cet appartement de la place du Palais Bourbon, dans le château de Laval, et puis le château de Lafayette, château de Largrange, des immeubles rue de Vaugirard, et puis un paquet d'actions de baccarat qui a été renégocié, très, très, très important. Donc une fondation reconnue d'utilité publique. Ils sont arrivés à se faire reconnaître d'utilité publique. Vous vous rendez compte sur ça. Négociant avec De Gaulle qui donne son accord, d'ailleurs. Sur la reconnaissance. Tout ça est concerté, ce qui prouve bien... Parce qu'évidemment, tous ces gens s'étaient connus, je veux dire, dans l'administration. Et l'héritage, aujourd'hui, il y a des nouveaux responsables de la Fondation. Et quand j'ai voulu retourner vers les carnets,
j'ai fait un truc, mais c'était un acte symbolique de ma part. J'ai voulu, à un moment donné, parce que certains carnets manquaient, je les ai photographiés. Le gars, le nouveau responsable de la fondation, qui est le fils du directeur administratif de Laval à Vichy. Donc il n'est pas une espèce d'héritage qui s'est mis en place avec une petite nièce de Madame Laval, me dit, vous allez nous signer des papiers en vous soumettant à notre autorisation pour exploiter tous les documents que vous... Et vous allez d'ailleurs justifier que dans le passé, vous aviez eu une autorisation. Et alors à ce moment-là, je me suis énervé et je lui dis, je ne signerai jamais rien. Voilà, je ne signerai jamais rien. Donc je suis parti, ils m'ont mis à la porte, donc je suis complètement exclu. Et je me suis dit, ça ne va pas se passer comme ça. Et évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce qu'immédiatement, j'ai reçu des lettres d'avocats. Et là, je me suis senti très faible et très menacé. C'est-à-dire, à un moment donné, j'ai failli aller voir la direction de l'IEP. J'ai dit, est-ce qu'il y a une possibilité, parce qu'eux, ils ont des cabinets d'avocats qui sont à leur disposition, qui paient toute l'année. Et moi, qu'est-ce que j'ai pour me défendre? Voilà, s'ils m'attaquent. Donc, j'ai répondu une lettre en prouvant. Heureusement, j'avais fait signer à René de Chambrun une lettre m'autorisant. Et ensuite, j'ai dit... C'était ambigu parce qu'il ne voulait pas que j'exploite les photos. Mais moi, je m'en fous des photos. Ce qui compte, c'est l'information qui est dans les documents. En tout cas, ils m'ont chassé et ils m'ont traité comme... voilà, c'est tout. Alors, les choses sont ambiguës. J'ai refusé, moi, de jouer le jeu de l'acceptation. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je voulais bien me soumettre à quelqu'un qui avait 96 ans et qui était le gendre de Laval, mais pas aux autres. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui fait que nos attitudes varient bien entendu, et à un moment donné, j'avais peut-être besoin aussi de me libérer un peu de cette propre histoire. Et eux, ce qu'ils font, évidemment, parce que le gars me l'avait expliqué, il m'a dit, Laval, c'est fini dans la fondation. Ce qu'il faut, maintenant, nous mettons Lafayette en avant. Donc Lafayette, c'est la liberté, et la fondation de Chambrun, qui est financée par l'héritage de Laval, défend la liberté à travers la personnalité de Lafayette. Donc on est dans du délire historique que personne... Et sur toutes ces fondations qui sont des héritages de Vichy et de la collaboration, il y a un travail formidable à faire, certainement. Parce qu'ils sont très puissants, la fondation Coco Chanel, des fondations très, très, très importantes. L'argent était là, en tout cas. Et ils sont évidemment très, très influents du point de vue des possibilités à la fois de verrouillage et de financement. C'est tout à fait passionnant, mais je crois qu'il va falloir qu'on libère la salle. Merci beaucoup, Yves. Merci. L'ouvrage de Yves Pourchet, L'exil des collabos 1944-1989, est publié aux éditions du Cerf. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche le mercredi 21 juin 2023, réalisée et mise en onde par Radio avec Radio Plus et Radio Terre.